Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. Nous sommes le 1er juillet, donc à partir d'aujourd'hui, plusieurs changements rentrent en vigueur. Parmi les mesures à noter, la revalorisation des allocations d'assurance chômage de 2,9% pour faire face notamment à l'inflation. Côté énergie, l'interdiction de vendre des chaudières à fioul ou à charbon neuve, mais la réparation, elle, reste possible. Autre mesure, le retour à la normale pour les tickets restaurants. Le plafond repasse à 19 € par jour. Et enfin, la procédure pour changer de nom sera simplifiée. Désormais, une simple démarche en mairie suffit sans avoir à se justifier. Alix Lanos nous détaille cette nouvelle démarche. Écoutez. Toute personne majeure pourra désormais demander à changer de nom de famille sans avoir besoin de se justifier sur simple présentation d'un CERFA à la mairie. Une procédure plus rapide et gratuite qui va grandement simplifier les choses. On pourra maintenant se défaire du nom qui nous a été transmis à la naissance. Dans 85% des cas, il s'agit du nom du père, selon Patrick Vignal, le député à l'origine de cette proposition de loi. Alors aujourd'hui, le nom du père, de la mère ou des deux, et dans l'ordre que vous voulez, tout sera possible. Concrètement, il faudra vous rendre à la mairie de votre lieu de résidence, remplir un formulaire spécifique. Les agents de l'état civil vous laisseront alors 1 mois de délai de réflexion pour prendre cette décision. Décision que vous ne pourrez prendre qu'une seule fois dans votre vie. Alors qui est-ce que cela va concerner ? Eh bien, prenons l'exemple d'un couple qui se sépare. Les enfants pouvaient n'avoir que le nom du père. Eh bien, la mère pourra maintenant ajouter son nom sans avoir besoin du consentement de son ex-conjoint. Alors certains font ces démarches pour des questions pratiques, mais beaucoup le font pour des questions d'ordre psychologique. Pour se réparer, pour avancer, il faut parfois enlever le nom d'un parent violent ou incestueux par exemple. Et ce qui pouvait prendre des années auparavant, nécessiter l'intervention d'un avocat, se fera maintenant beaucoup plus simplement. À noter que la proposition de loi vise également les enfants du bénéficiaire. S'ils ont moins de 13 ans, s'ils ont plus de 13 ans, leur consentement sera requis. C'est une loi de simplification également synonyme d'égalité. Mais attention, si vous souhaitez changer de nom parce que vous le trouvez péjoratif ou difficile à porter, dans ces cas-là, la procédure reste la même, plus lourde, plus complexe et plus onéreuse. Alors cette loi est entrée en vigueur ce vendredi 1er juillet. Si vous êtes pressé, il faudra néanmoins laisser le temps aux agents des services d'état civil de se familiariser avec les 36 pages de notices explicatives. Certains services d'état civil accusent déjà beaucoup de retard depuis la crise sanitaire. Alors vous l'aurez compris, il faudra peut-être être encore un peu patient. L'actualité, c'est aussi le congrès des maires de Vendée qui se tenait cet après-midi à La Roche-sur-Yon. Une assemblée annuelle qui a permis aux élus de faire le point sur les problématiques du territoire, comme par exemple la santé ou le logement. Mais c'était aussi l'occasion de parler national, puisque David Lisnard, maire de Cannes et président national de l'Association des maires de France, était lui aussi présent. Nous allons évoquer évidemment les problématiques financières. Vous savez que les communes votent toujours des budgets à l'équilibre, donc les maires sont des praticiens, quelle que soit leur couleur politique, ce sont des gens concrets. Et malheureusement, le fait d'être vertueux fait qu'on est surprélevé par l'État de façon récurrente et on nous annonce 10 milliards de prélèvements supplémentaires sur les finances communales, ce qui serait une catastrophe, parce que cela se ferait au détriment de l'investissement et cela se fera aussi au détriment des services publics de proximité dont nous sommes je crois, les derniers dépositaires, les derniers garants. Donc ces problématiques-là, dans un contexte de dévitalisation des communes, comment arriver à faire porter notre voix auprès de l'exécutif et à montrer qu'on a une chance pour le pays et pas une charge. Proposer au moins 50% de produits durables et de qualité dans les lieux de restauration collective. Voilà les exigences de la loi Egalim depuis le 1er janvier. Alors pour aider les cuisiniers à mieux choisir leurs produits, une rencontre était organisée avec les producteurs à Venanceau. L'objectif, mettre en relation des acteurs qui ne se connaissent pas et qui pourtant sont très liés. Alexandre Debray a suivi cette rencontre. Et vous faites du fromage blanc ou que de... Ouais, aussi, ouais. D'accord. On fait ça en seau. En seau, ouais. Et le seau, le système du seau, comment ça se passe ? On récupère le seau. Ouais, d'accord. Restaurateur dans une cantine scolaire, Karl attendait depuis longtemps ce rendez-vous. Ce premier événement autour de la restauration collective met en relation producteurs et transformateurs de nourriture et le cuisinier savoure cette attention retrouvée pour la qualité des mets. Auparavant, forcément, il n'y avait pas eu ce genre de démarche. Voilà. Et que je me rends compte qu'il y a quand même des enfants maintenant qui sont arrivés à un âge assez élevé, on va
va dire avant la 6e, pour moi c'est élevé, qui ne savent pas ce que c'est qu'une viande de bœuf. Voilà. Et là, j'ai la chance de pouvoir nourrir des tout petits en CP par exemple, et l'éducation en fait culinaire fait en sorte qu'en CM2, ils ne vont pas se retrouver au même point. Cette journée n'est pas le fruit du hasard. Depuis le 1er janvier, la loi Egalim impose 50% de produits durables et de qualité dans la restauration collective. Pour les labels, ce changement va dans le bon sens. Aujourd'hui, on le sait, la qualité, le goût, ça reste aujourd'hui primordial. Mais les choses changent et les évolutions réglementaires également vont dans ce sens-là. Donc on est capable aujourd'hui de pouvoir présenter des produits qui sont bons, des produits qui sont sains, mais qui sont bons et sains aussi pour la planète, aussi pour l'environnement, mais aussi pour l'homme. Malgré cet enthousiasme général, pour ce producteur, il faut poursuivre les efforts dans cette transition. C'est pas toujours simple. Il y a des habitudes qui sont là et il faut montrer qu'on peut travailler autrement. Tous les gens que j'ai rencontrés aujourd'hui sont vraiment très très attentifs à cette démarche. Cette démarche entre producteurs et transformateurs est vouée à se pérenniser. En Vendée, il existe environ 4600 exploitations agricoles. On poursuit avec de la santé. Le 7 juillet prochain, la ville de La Roche-sur-Yon accueille les 2e assises du handicap. Une journée durant laquelle les acteurs du territoire pourront échanger autour de cette thématique. L'objectif, réfléchir ensemble sur les solutions à mettre en place pour changer les regards portés sur le handicap et du coup améliorer le quotidien de ces personnes et de leurs aidants. Écoutez. Le matin, il y aura 3 ateliers qui vont se réunir à la mairie sur 3 thématiques: sport, handicap et addiction, handicap et aidant, handicap, emploi, entreprise. Ces 3 ateliers vont essayer de débattre sur les thématiques avec les gens différents, capables autrement, qui sont aussi des personnes qui ont droit à toute une reconnaissance et tout un aménagement de leur vie. Et donc, ils vont réfléchir et ils vont essayer de faire des propositions. Cette année, on a créé avec les secondes assises une commission de suivi où il y aura de représenter la ville, la région, le département, l'État, aussi par l'ARS, qui devra suivre les évolutions des propositions qui seront faites. Focus à présent sur l'accueil familial, ce mode d'hébergement pour personnes âgées ou en situation de handicap. Pour le pourvoir, un bus itinérant va sillonner les routes de Vendée cet été, le Café Germaine. À son bord, des agents du conseil départemental, mais aussi des accueillants et des personnes hébergées pour témoigner sur leur expérience dans les accueils familiaux. Et la première halte s'est faite à Chaland, mercredi, où nous les avons rencontrés. L'idée, c'est de pouvoir faire connaître l'accueil familial, un dispositif qui permet un accueil de personnes âgées, personnes en situation de handicap. Donc ça peut être temporaire sur quelques jours dans l'année. On pense à l'aide aux aidants par exemple. Et ça peut être aussi 24 heures sur 24 sur toute l'année, 365 jours sur 365 jours. Et ce dispositif aussi permet aussi un accueil et propose un accueil aussi à la journée. Et notez que le prochain rendez-vous est programmé pour le 4 juillet, place Richelieu à Luçon. 1,9 km de natation, 90 km de cyclisme et 21 de course à pied. C'est le programme qui attend les participants de l'Ironman 73 au Sables d'Olonne dimanche. Une 4e édition qui accueille cette année 3280 triathlètes. Et chez les amateurs comme les professionnels, l'heure est donc à la préparation de ce triple effort. Inès Wick et Alix Lanos nous emmènent à la rencontre de 2 d'entre eux dans ce reportage. Depuis des mois, ces triathlètes, amateurs ou professionnels, s'entraînent avec acharnement. L'objectif, être le meilleur possible le jour J. Chez les amateurs, l'organisation n'a plus de secret pour Kevin. Donc il faut vraiment être bien organisé et mentalement, il y a toujours des moments difficiles ou des moments de doute. Où l'entraînement, on est un peu moins fort et la semaine d'après, c'est pareil. Donc il ne faut pas lâcher et au bout d'un moment, à force d'y croire et de continuer, ça marche, quoi. Si la préparation n'a pas été aussi simple que prévu, à quelques jours du départ, l'impatience se fait ressentir. Le fait de l'avoir fait une première fois, déjà, ça rassure. Et après, plus les jours arrivent, donc déjà, il y a la patience d'y être, hâte d'être sur la ligne de départ. Derniers entraînements aussi du côté des professionnels.
Cet Ironman, c'est l'ultime occasion de se qualifier pour les championnats du monde prévus aux États-Unis. Et seules 2 places seront attribuées lors de cette édition. L'objectif de dimanche, c'est de faire la course la plus complète possible. Et si on fait la course la plus complète, normalement, ça devrait se concrétiser par un petit podium et normalement une qualif pour Saint-Georges. Sa force, c'est son mental. Depuis le mois d'octobre, Nathan s'entraîne 20 à 30 heures par semaine. Je suis plutôt un battant, donc je dirais quand il y a de la compétition avec les autres, ça fait ma force. Plus la course est difficile, mieux c'est. Alors que les bénévoles se mobilisent déjà sur le remblai, les athlètes font les derniers réglages. Rendez-vous dimanche 3 juillet dès 7h pour suivre les 3000 athlètes inscrits pour cet Ironman. Et les triathlètes de l'Ironman passeront justement devant ce dimanche les silos de la Cavac dans le port des Sables-d'Olonne. Comme vous pouvez le voir sur ces images, les peintures dessus viennent d'être achevées après 2 mois de travail de l'artiste Taroué. Une œuvre grandeur nature qui veut ajouter de l'esthétisme à ces silos particulièrement visibles depuis le cœur des Sables-d'Olonne. Et le pari semble être plutôt réussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec la fresque qui représente les Sablaises et les Sablais des années, on va dire des années 1920. On voulait surtout inscrire le site portuaire dans l'environnement des Sables-d'Olonne de façon plutôt harmonieuse et que ça puisse être aussi un objet d'art pour les citoyens des Sables. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve dès demain pour l'hebdo de la semaine. Je vous souhaite une très belle soirée et une bonne fin de semaine à tous.